Prête pour l'impact, je pose la question à Pauline Darfeuille. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la responsable ESG France d'Antalis. Antalis, entreprise française, membre d'un grand groupe japonais, Kokusai Pulp and Paper. Alors, votre métier, c'est quoi? Le papier, les emballages? Alors, nous sommes distributeurs. C'est un métier qui n'est pas très commun, mais donc nous sommes distributeurs de supports papier, de solutions d'emballage et de supports de communication visuelle. D'accord. Tout ce qu'on peut voir dans les magasins, sur les voitures. Donc voilà, nous sommes distributeurs, ça veut dire que nos métiers, c'est l'achat de matières, stockage, entreposage, logistique, avec la distribution des produits chez nos clients. Donc nous sommes tous ces métiers-là et nous sommes donc 4000 collaborateurs dans le monde, présents dans 32 pays. Nous sommes présents aussi en France, plus précisément, avec une dizaine de sites, d'agences et 6 entrepôts. Voilà, ça vous donne aussi une notion. Voilà, et je vous donne aussi juste le chiffre des nombres de clients. Nous sommes 100 000 clients à travers nous avons 100 000 clients à travers le monde. Alors, moi, je vais reprendre les chiffres qui sont à peu près les mêmes. Numéro 1 en Europe, en Amérique latine, présence dans une trentaine de pays, 83 centres de distribution dans le monde, 4000 employés au service de plus de 100 000 clients et un chiffre d'affaires de 220 millions d'euros. Et on va rentrer dans, évidemment, ce qui est le cœur de cette rubrique qui s'appelle Prêt pour l'impact, cette stratégie ESG que vous pilotez. Déjà, si vous deviez me la présenter en quelques mots, vous diriez quoi? Alors, cette stratégie, ces engagements en fait, d'Antalis, ils se déploient au travers de 4 volets. Donc E, environnement, S, social et G, gouvernance, qu'on va justement décliner en 4 volets. La première, c'est en fait nos pratiques commerciales, puisque vous l'avez compris, nous sommes distributeurs, donc nous vendons de la matière. Donc ça va être, à travers tous nos pays, d'avoir des pratiques commerciales responsables, qui aussi répondent et respectent les exigences éthiques, sociales, environnementales à travers tous les pays. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ça va être aussi d'améliorer évidemment notre impact environnemental, donc tenter déjà calculer et réduire notre empreinte carbone. Et ça va se faire à travers toute la chaîne logistique, mais aussi l'achat de matière. Donc pour acheter de la matière, des produits, on va aussi être en mesure de faire une diligence, ce qu'on appelle la diligence raisonnée à l'égard de nos fournisseurs. Et ça se pratique comment? Ça veut dire qu'on va évaluer, on va sélectionner des fournisseurs à travers différents critères, on va peut-être parler après. Oui, on va décliner et ensuite, ça, évidemment. C'est la partie sociale. Et là, c'est vraiment inclure la diversité et puis former les salariés, les collaborateurs dans leur environnement de travail. Alors justement, sur les fournisseurs, parce que sur ce pilier environnemental, vous dépendez forcément beaucoup de vos fournisseurs. Alors, j'allais dire comment vous les contrôlez et en même temps, en prononçant cette phrase, je sais, pour avoir reçu beaucoup de chefs d'entreprise ou de dirigeants et dirigeantes d'entreprise, que si c'est que du contrôle, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une sorte de co-construction. Donc, comment vous faites? Oui, alors on a la chance d'être un grand groupe. Donc, on a la chance d'avoir des relations privilégiées avec nos fournisseurs. Et on a donc 2500 fournisseurs qu'on définit comme stratégiques. Ça veut dire qu'en fait... Alors, ils fournissent quoi? Donc, ce sont des industriels. Donc, vous avez parlé de l'industrie papetière. Donc, c'est l'histoire d'Antalis qui est née il y a 25 ans de la dissolution de Herjov-Higgins, vous savez. Et donc, c'est vraiment sa force. Et en même temps, aujourd'hui, avec le déclin du papier, forcément, ça va être aussi un enjeu. Et donc, ce sont des industriels, donc papetiers, industrie du papier carton, mais aussi, on a aussi des industriels qui fabriquent donc des supports qui vont être des supports en PVC, donc plastique. Donc, ces industriels, on a certains industriels qui ont vraiment répondu à ces enjeux environnementaux. Et puis, on a d'autres, il faut les accompagner, il faut les challenger. Donc, c'est au travers de ces discussions, de ces dialogues, on va dire, privilégiés avec eux, qu'on va aussi mettre des indicateurs de performance, un engagement sur la conformité réglementaire. Donc, ça va être cette relation-là, où en fait, on va pousser nos fournisseurs, à la fois dans les achats, puisqu'on va sélectionner certains produits qu'on voudra distribuer, mais aussi dans la relation à dire... quelle est votre empreinte carbone? Quelle est votre conformité? Ça veut dire que vous leur donnez en quelque sorte un objectif, une feuille de route à atteindre. Vous leur dites pas c'est comme ça, c'est tout de suite. Parce qu'on a quand même des gros industriels, mais on a aussi des tout petits. Et ça, c'est aussi un enjeu parce que forcément, on parle de gros industriels qui, eux, sont déjà préparés depuis une dizaine d'années. C'est forcément plus facile. Et c'est plus facile. Et en même temps, qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Donc, ils ont aussi tout le volet, notamment social, puisqu'ils travaillent dans des pays qui sont peut-être à risque. Et après, on voit ce qu'on met derrière le risque. Et puis, il y a toute la partie où, en fait, il faut quand même les accompagner sur
OK, vous produisez ces produits-là. Et nous, on en sélectionne certains. Mais est-ce qu'il y a un enjeu de traçabilité? C'est-à-dire que vous avez un fournisseur qui lui-même a des fournisseurs, qui lui-même a des fournisseurs. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout quand on parle de forêt. Oui, alors oui, je vois où est-ce que vous voulez venir. Mais on va parler de déforestation importée, évidemment. Déjà, ça, on le voit sur tous les secteurs d'activité et encore plus dans la distribution. Les consommateurs, les clients finaux, veulent de plus en plus savoir l'origine de la matière, la traçabilité, quel contrôle elle va suivre tout au long de sa chaîne d'approvisionnement. Donc déjà, finalement, il faut y répondre. C'est-à-dire, il faut apporter une réponse. Et donc pour ça, il faut être en confiance, en discussion avec nos fournisseurs. Donc en effet, il y a la matière, ensuite il y a la transformation de la matière avec nos fournisseurs industriels, et puis après il y a la façon dont on va le communiquer à nos clients. Parce qu'en fait, en tant que distributeur, on a aussi quand même un rôle, alors un merveilleux rôle de transparence, de pouvoir sélectionner, mettre sur le marché certains produits, mais aussi quelque part de défendre notre position on est quand même distributeur, on ne va pas vous donner non plus toutes les informations de la part de fournisseurs. Donc ça, c'est un challenge, c'est merveilleux, mais il faut quand même qu'on puisse répondre sur la traçabilité. Donc il y a des réglementations. Donc la déforestation, peut-être on en parle. Allons-y. La déforestation importée, par exemple, il y a une réglementation, un règlement européen, RDE, voilà, vous le respectez déjà, vous vous y préparez. Alors, le règlement contre la déforestation, donc c'est un règlement européen qui arrive en application au 1er janvier 2026. C'est ça. Donc en tant qu'industriel papetier, alors pas industriel, mais fournisseur de produits papetiers, ça fait déjà de nombreuses années qu'on n'est pas en conformité, mais on est déjà en avance par rapport au fait qu'on a déjà sélectionné des produits qui sont certifiés avec des forêts qui sont gérées durablement. Donc on a déjà ce gage de responsabilité, de travailler avec des fournisseurs qui respectent les enjeux environnementaux de la déforestation, mais aussi de travail, puisqu'en fait c'est quand même très souvent lié. Et ensuite, par rapport à cette conformité sur la réglementation, il faut savoir que c'est une réglementation qui concerne un large spectre de produits. Ça va du soja, de l'élevage bovin, en passant par le bois et ses produits dérivés comme les produits imprimés. Et le cacao, on peut rajouter les meubles, le cacao, le café, etc. Et donc, c'est vrai que c'est une petite partie de ce large spectre où, en fait, il y a peu d'enjeux sur l'industrie papetière qui travaille déjà avec des forêts qui sont gérées durablement. Donc c'est quand même important de souligner ça parce que en tant que nous distributeurs, finalement, on a déjà avancé depuis de longues années sur ce sujet. Vous parlez de 105 centres de distribution axés sur l'éco-responsabilité. Alors, ça veut dire quoi pour vous ces mots, éco-responsabilité? Donc, déjà, c'est à travers les produits que nous distribuons. Donc, on a une sélection de produits qui sont des alternatives à des produits qui vont faire appel à des matières fossiles. Donc, je parlais tout à l'heure de bâches en PVC ou d'adhésifs. Et donc là, on a des alternatives. Donc, on a développé chez Antalis des systèmes de notation qui vont permettre de mieux comprendre l'impact, la performance environnementale de ces produits. Donc c'est une notation qui s'appelle Green Star System et on a décliné en fait ce système de notation sur tous nos produits, ce qui permet déjà au consommateur final d'évaluer ce que c'est qu'un produit éco-responsable. C'est des étoiles, c'est ça? C'est des étoiles. C'est des étoiles vertes, plus ou moins vertes. Donc ça c'est la première chose. Et ensuite on parlait de traçabilité. Donc dans éco-responsabilité, il y a la transparence aussi. Et là-dessus on a aussi mis en place un système de collecte de l'information pour mieux informer nos clients finaux. Donc, comme exemple, je peux vous donner la Green Card, qui est une petite carte où on va montrer les substances préoccupantes, l'origine de la matière, la recyclabilité du produit, etc. Et donc ça, c'est pour mieux informer. Donc ça, c'est l'éco-responsabilité des produits. Et après, dans l'éco-responsabilité, évidemment, il y a l'entrepôt, il y a comment on gère. Alors, les entrepôts, on en parle dans un instant, ça m'intéresse aussi, mais sur je reste sur ce Green Star System. Bon, c'est quoi? C'est de 0 à 5, c'est ça? Je veux bien des exemples de produits bien notés, et puis ensuite, on va voir ce sur quoi on peut travailler. Alors, comme exemple, le plus simple, sur le papier, on va avoir par exemple le mieux noté, ça va être celui qui est issu de fibres recyclées et qui est fabriqué par une usine qui est certifiée avec les plus hautes certifications environnementales, comme l'ISO 14001 par exemple. Donc ça va être un papier avec un très fort faible impact environnemental. À l'inverse, ça va être un papier avec une forte blancheur, donc des agents de blanchiment. Une usine, mais il y en a quasiment jamais qui sont pas certifiés avec des normes environnementales. Si on regarde des produits qui sont peut-être plus difficiles à évaluer, comme un produit comme une bâche par exemple, donc si on introduit de la matière
recycler, donc le nombre de la notation va s'améliorer. Ouais. Donc un produit qui introduit de la matière recyclée, qui est une origine européenne et qui est fabriqué dans une usine qui a une certification environnementale, elle va être mieux notée. Est-ce que les produits qui sont les mieux notés, les plus green, sont forcément plus chers? Je peux difficilement répondre non. Mais ça dépend des produits. Ouais. C'est-à-dire que sur des produits justement qui servent au support de communication visuelle, sur de l'emballage, donc notamment du calage, en fait des produits qui sont issus du bois vont pas forcément être plus chers, mais en fait comme ils vont être plus lourds, parfois ils vont peser plus dans la balance et donc souvent ils ont un prix au kilo qui va être plus cher. Mais si on regarde la partie papier, là, on n'est plus du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Donc là, ça ne veut plus rien dire. C'est pas forcément parce qu'un papier est recyclé ou il a un faible impact environnemental qui va être plus cher. Ouais. Parce que sinon, la plupart des entreprises communicantes ne feraient pas appel aux dispositifs, enfin aux matériaux papier. Quoi. Ces entrepôts, alors, qu'est-ce que vous avez fait pour les rendre, pour réduire leur impact? La plus belle marge de manœuvre qu'on a faite, ça a été de changer les lampes traditionnelles en LED. En LED. Donc là, c'est c'est vraiment toutes les entreprises, mais c'est vrai que l'effet, il est comptabilisé, il est immédiat. C'est 15% de consommation énergétique en moins. Ensuite, avec ça, on a accompagné ça en mettant des systèmes automatiques d'éclairage. Oui, quand la pièce est vide, elle n'est pas éclairée. Ce qui améliore le confort aussi de ceux qui travaillent, des opérateurs qui travaillent en entrepôt. Et après, dans la partie, donc ça, c'est vraiment le bâtiment. Et après, évidemment, dans la partie logistique, on va parler du transport. Et là, nous, on n'a pas notre propre flotte de véhicules en France. Par contre, on achète de la prestation et on pousse nos transporteurs à verdir leur flotte, à s'engager aussi à réduire leurs émissions. Antalis France s'est engagé depuis 2023 dans un programme qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport de 5% par an. Donc, c'est le programme qui s'appelle Fret 21. Ouais. C'est une association, Fret 21. C'est un label, c'est une association qui appartient à CO2, et à Eve CO2. Et en fait, nous, sur la première année, on a déjà réduit de 8% ces émissions. En changeant de prestataire. En changeant de prestataire, en sélectionnant des prestataires qui eux-mêmes se sont engagés dans ce même type de label pour des chargeurs de camions. Donc, nous, on charge les camions. Eux, en fait, ils remplissent les camions avec leur... Donc, c'est eux qui vont avoir le plus fort impact. Eux, ils vont changer le carburant, ils vont mieux optimiser leur trajet. Donc, en fait, en faisant ce choix-là, déjà, on réduit les émissions. C'est intéressant ce que vous dites, parce que ça veut dire que ceux qui ne le font pas perdent des marchés. Oui. De fait. Oui. Mais de toute façon, les consommateurs, encore une fois, sont de plus en plus regardants sur ces aspects-là. Et en termes de prestataires de logistique, on est obligé de passer par la case transport. Quand vous parlez vous évoquiez le PVC, je voudrais qu'on parle des plastiques, parce que c'est un métier où il y a forcément pas mal de plastique. Est-ce qu'il y a, déjà on va commencer, est-ce qu'il y a des plastiques, comment je peux dire ça, indispensables? C'est-à-dire que vous vous dites, là, ça reste quand même la meilleure solution. J'ai beau retourner l'équation environnementale dans tous les sens, je ne peux pas faire autrement. Non, mais bien sûr. C'est vrai que dans les produits plastiques, il y a ceux qui sont indispensables parce qu'ils vont permettre d'éviter les chocs, de protéger des chocs. Ils vont permettre d'être réutilisables. Donc, c'est aussi pour ça qu'on parle de réemploi aujourd'hui et c'est le plastique le permet beaucoup. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis après, il y a la partie gestion des déchets. C'est-à-dire qu'un plastique, c'est difficile de le dire, mais s'il était bien géré à la fin de sa vie, on pourrait le réintégrer dans un processus de recyclage, de revalorisation. Et c'est désormais un nouvel enjeu, c'est d'accompagner nos clients sur ça, sur la gestion de leurs déchets. Et ça, c'est vraiment l'enjeu actuel. Ça va être, il y a la conformité réglementaire qui va nous y pousser. Mais si nous, on n'est pas proactif sur ça, on va perdre quelque part des clients qui eux-mêmes vont être obligés par leurs clients finaux à réduire leur consommation de plastique. Je voudrais qu'on regarde quelques chiffres de la PLV. C'est Circulaire qui donnait ces chiffres il y a un an, au mois de mai 2024. 100 000 tonnes de déchets par an générés par la PLV, majoritairement non recyclés. Plus de 80% sont estimés brûlés ou incinérés en fin de vie hors carton. 30% de la PLV produite, ça me désole, n'arrive même pas jusqu'aux yeux des consommateurs. Ça veut dire qu'on produit, mais finalement, on ne l'utilise pas. On est bien d'accord. L'industrie de la PLV, ça pèse 9 milliards d'euros à l'échelle de l'Europe. C'est encore un modèle linéaire, quand même.
C'est-à-dire, je produis, j'utilise, je jette, quoi. Très majoritairement. Alors oui, et en même temps, il y a des industriels qui font un gros effort et qui s'y préparent avec des investissements assez lourds de réinsertion de leurs déchets, donc ce qu'on appelle les déchets post-industriels, dans leur système de fabrication. Et déjà, si déjà on arrive à réutiliser cette partie-là, bon... Mais vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un changement d'état d'esprit quand vous fournissez des affiches, enfin voilà, ça fait partie de vos métiers. Donc quand je parlais des pratiques commerciales et quand je parlais de la formation, c'est vraiment... On ne peut pas parler de transition sans information et formation. Donc c'est vrai que c'est aussi accompagner nos pratiques commerciales dans l'information de ces enjeux-là. Donc déjà, ils sont conscients parce que leurs clients les informent, mais c'est aussi leur dire mieux informer ce que font nos industriels. Donc les industriels, ils ont déjà mis en place des investissements de capter la gestion de leurs déchets, de la réduire. Et c'est déjà, je trouve, un gros travail ce que font les industriels. Et ensuite, c'est d'accompagner les clients finaux à dire... essayez d'optimiser votre production également pour réduire les déchets. Ou de réutiliser. Est-ce que c'est possible? Parce que quand on parle de publicité dans les magasins, donc on ne peut pas forcément la réutiliser dans un autre magasin. C'est vrai, et c'est pour ça qu'on va aussi sélectionner des produits qui vont être plus alternatifs, donc issus de matières bois, qui vont être beaucoup plus faciles à recycler. Et c'est possible, c'est vraiment possible. Alors, il y a évidemment la notion de coût, il y a la notion de transport, parce que parfois, un carton, c'est plus lourd ou plus encombrant qu'un plastique qu'on va enrouler, qu'une bâche qu'on va enrouler. Mais c'est un changement d'habitude. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça veut dire qu'il faut montrer que c'est possible. Et j'étais à un salon hier et on voit déjà dans des salons, dans l'événementiel, on voit déjà beaucoup plus de panneaux qui sont faits à partir de matières renouvelables que de bâches. C'est déjà visible. C'est juste qu'il faut accompagner ce changement et former et informer. Est-ce que, alors on a, je pense, et vous et moi, un biais, c'est-à-dire moi je présente une émission qui s'appelle Smart Impact, je baigne dans ces enjeux environnementaux et vous, c'est votre responsabilité chez Antalis. Donc, peut-être qu'on a tendance à voir le verre plutôt à moitié plein, mais on est dans une période qui est quand même compliquée, où on a plutôt ce sentiment d'une société qui a du mal à accepter la transition environnementale, peut-être parce qu'on l'a posée d'une façon trop anxiogène, trop culpabilisatrice. Est-ce que vous le ressentez, ça? C'est-à-dire que finalement, des clients qui sont un peu moins exigeants en la matière, etc. etc. Alors, non, parce que justement, comme je suis responsable en fait de la RSE, tout le monde a un mot à dire sur le développement durable. Donc, tout le monde dit... Mais un mot, c'est pas une action. Un mot en disant, il faut que je travaille avec toi sur ce sujet-là. Il faut que tu viennes avec moi voir ce client. Il a des questions sur ce sujet-là. Je ne sais pas y répondre. Comment tu peux m'accompagner? Donc, non, je ne le ressens pas dans mon travail. En tout cas, je sens qu'il y a vraiment aujourd'hui une marge de manœuvre, une action à mener. Par contre, c'est sûr et certain que dans l'action, quand on regarde beaucoup plus large, c'est difficile, c'est un enjeu, c'est un challenge. Et bon, moi, c'est aussi cette raison, la raison pour laquelle j'ai rejoint Antalis, c'est que c'est un challenge de venir accompagner ce changement en disant c'est possible, on va y arriver, il faut travailler ensemble. C'est un métier transverse. Donc c'est vrai que le développement durable, ça touche aux achats, à la logistique, à la communication, au marketing, mais il faut que tout le monde se réunisse. C'est pas juste de dire viens travailler avec moi et on va arriver. Non, il faut se mettre ensemble et il faut accompagner le changement. Et quand on est présent dans plusieurs pays dans le monde, il y a forcément aussi des parallèles. Des parallèles, des réglementations qui sont pas les mêmes, etc. etc. Je voudrais qu'on parle un peu plus du S, de l'ESG, des engagements sociétaux. Et si vous deviez donner une priorité, ce serait quoi? J'allais en donner deux, mais en fait, allez-y, soyons fous. Chez Antalis, il y a vraiment une politique forte de la santé-sécurité. Donc ça, c'est vraiment un engagement fort à la fois des ressources humaines, mais de toutes les équipes logistiques, réduire le taux d'incidents. Donc, juste comme chiffre, on a réduit on est passé de 10,5 à 3 en 5 ans. Alors, c'est quoi ça veut dire quoi, c'est le nombre d'accidents par le nombre d'employés. D'accord, bon, ok. Et c'est pour dire qu'on a quand même une grosse partie de la masse salariale qui travaille en entrepôt. Donc c'est vrai que c'est à la fois en termes de diversité, donc c'est le deuxième point en termes de diversité, c'est un challenge aussi, puisque ça pèse dans la balance salariale. Et donc c'est aussi
ça, c'est la politique santé-sécurité, et aussi introduire plus de femmes dans notre masse salariale. Et en fait, il y a 25% quand même dans les comités exécutifs régionaux qui sont composés de femmes, ce qui est déjà pas mal sur un métier qui reste quand même la distribution de la logistique. Donc c'est vraiment ces deux volets-là. Et en revanche, en salariat, c'est quel pourcentage de femmes? C'est 40%. Oui. Sur le monde. D'accord. Donc après, quand même, sur la France, on a un indice égalité professionnelle de 93 sur 100, qui n'a cessé de croître d'année en année chez Antalis France. Et c'est une belle représentativité de ce que fait la politique RH en France. Est-ce que l'intelligence artificielle est déjà en train de transformer vos métiers ? Et qu'est-ce que ça provoque chez les collaborateurs du groupe? Parce qu'en général, il y a de l'inquiétude associée. Oui, alors c'est vrai que c'est une bonne question. Il y a les métiers de la création, de la communication, pour qui c'est un super challenge, encore une fois, d'utiliser l'intelligence artificielle. Ça suscite plus d'inquiétude, de curiosité, et on va accompagner justement toute la force commerciale, force de vente, en fait, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Comme tout métier, il faut s'y intéresser, il ne faut pas se précipiter, et c'est ce qu'on fait. Ça fait déjà 2 ans que le groupe suit un peu les évolutions pour voir comment on va l'introduire dans nos métiers. Oui. Et pour l'instant, il n'y a pas de métiers qui disparaissent, il y a des métiers qui se transforment, c'est ça? Ah oui, c'est des métiers qui se transforment. Après, évidemment, dans les entrepôts, on a une partie automatisation, mais néanmoins, on a beaucoup de variétés de produits qui font qu'on a besoin de manutention, et on accompagne ça justement avec la politique santé-sécurité en les accompagnant sur de la formation. Après, on sait qu'il y a des robots coupés à de l'intelligence artificielle qui ont la capacité de plus en plus fine à reconnaître les différents colis, etc. Donc potentiellement, quand même un peu moins d'humains dans les entrepôts. Ouais, ça peut, non mais c'est vrai. Après, c'est une question de coût, de génération et de localisation. C'est vrai qu'on a des entrepôts qui ne sont pas forcément dans des endroits où on a facilité à recruter des personnes qui sont prêtes à utiliser ou à voir dans leurs entrepôts des mécanismes comme ceci. Mais c'est un enjeu. Il y a, je crois, depuis 2 ans, vous avez créé une journée qui s'appelle l'idée. Oui. C'est quoi l'idée? Alors, c'est la journée des bonnes idées, quoi, c'est ça en quelque sorte? Oui, c'est ça. En fait, à travers le groupe, il y a un moment dans l'année, alors c'est tous les 2 ou 3 ans, il y a un moment où en fait on va réunir et on va faire un challenge des bonnes idées et des bonnes pratiques. Donc ça, les collaborateurs apprécient bien ça. C'est vrai qu'il y a plusieurs initiatives comme ça. Il y a aussi une initiative le Duo Day où en fait on va proposer à une personne en situation de handicap de venir faire un métier, accompagner un métier chez Antalis. Mais l'idée, je trouve ça super, mais c'est bien s'il en ressort vraiment des projets ou des transformations, vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon c'est même frustrant pour les salariés. J'ai participé à ça, j'ai ouvert la boîte à idées, puis 2 ans après, il n'y a rien qui s'est passé, quoi. Non, c'est notamment utilisé dans le système de management de la qualité. Donc, c'est une entrée dans notre système de management de la qualité. On va prendre cette boîte à idées pour en prendre et en capter certaines idées et les mettre en place ou pas, les évaluer et les comparer par rapport à d'autres initiatives. Puisqu'on est dans la politique RH, on l'a dit tout à l'heure, plus de 4000 employés un peu partout dans le monde. Ça veut dire des réglementations, des cultures différentes, des religions différentes. Comment vous donnez une ligne directrice, qui est la ligne directrice d'un groupe français avec un ADN français? C'est pas une question facile parce que c'est vrai que Antalis est présent à travers le monde, donc il y a déjà des réunions internationales qui permettent de mélanger et de brainstormer un peu toutes ces cultures, surtout avec un management japonais. Oui, avec un actionnaire principal japonais qui est fortement impliqué d'ailleurs dans la politique ESG du groupe. C'est vraiment un impact fort pour eux. Donc c'est déjà à travers ces réunions, à travers ce management qui réunit quand même des comités, qui fait des comités réguliers à travers tous les pays. Donc je dirais que c'est aussi une présence, une information. La politique RH est là pour aussi essayer d'amener des indicateurs à travers les pays, mais c'est pas simple. C'est pas simple. Un actionnaire japonais, c'est pas forcément simple. Ça, c'est pas une question facile non plus. Non, je trouve que moi, pour avoir déjà travaillé dans le passé avec un actionnaire japonais, je trouve que ça oblige à aller dans le détail.
Et ça, je pense pour n'importe quelle boîte, même si ça, on a tendance à penser que c'est embêtant, c'est une bonne chose. Hein, ça pousse vers la conformité vers la réglementation, donc c'est une bonne chose. Merci beaucoup, Pauline Darfeuille. Alice, c'est pas tout à fait le même métier. Et à bientôt sur Bismart Fortune. C'est l'heure de notre rubrique Startup et Innovation.